mélasmas sont une cause très fréquente de consultation dans notre pratique quotidienne. Leur prise en charge n'est pas toujours facile, mais fort heureusement, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Il y a beaucoup d'avancées dans ce domaine-là. La raison en est qu'on a eu toute la matinée de traitement là-dessus. Voilà, donc j'aimerais bien qu'on discute aujourd'hui un petit peu des algorithmes, de nouveautés. Et là, j'ai à ce sujet-là, j'ai Monsieur François Will, Monsieur Thierry Passeron, excusez-moi, docteur, professeur, pour discuter de cela. Alors tout d'abord, pour commencer, nous allons parler d'un petit peu de physiopathologie, bien sûr, pour aboutir sur les conséquences au niveau thérapeutique. Quelles avancées au niveau physiopathologique sont importantes qui ont été voilà, à jour actuellement? Alors, on a fait beaucoup de progrès dans la connaissance du mélasma. Pendant longtemps, on a dit c'est le masque de grossesse, c'est que les hormones, c'est que les UV. En fait, on sait que ça participe, mais on sait aujourd'hui que le mélasma, c'est essentiellement un problème qui est au niveau du mélanocyte, mais qui touche également les cellules environnantes, les mélanocytes, les kératinocytes et le derme plus en profondeur, les fibroblastes, les vaisseaux dessous. Et pourquoi c'est important? Parce que pour avoir une prise en charge optimale, il va falloir cibler l'ensemble de ces facteurs. Et donc ça, c'est vraiment très important parce que ça va guider notre prise en charge et les traitements que l'on va faire, puisqu'on va cibler la pigmentation. On va essayer aussi de cibler la vascularisation et dans un proche avenir également les facteurs qui sont produits par les fibroblastes. L'autre grande avancée, c'est par rapport à l'impact du soleil en général. On sait qu'il y a les UVB, ça c'est très clair, mais il y a aussi les UVA et les longueurs d'onde courtes de la lumière visible, c'est-à-dire la lumière bleue. Et donc il faut, pour protéger de façon efficace du mélasma, il faut protéger à la fois des UVA, des UVB et des longueurs d'onde courtes de la lumière visible. Tout ce spectre-là. Oui, alors justement pour en arriver à la pratique, quand vous recevez vos patients, qu'est-ce que toutes ces choses-là, ces dernières avancées, qu'est-ce que ça a amené au niveau pratique, au niveau thérapeutique? Et en fait, en gros, qu'est-ce qu'on fait encore qui n'a pas changé depuis longtemps? Qu'est-ce qui a changé, notamment peut-être dans le domaine des lasers et des lumières? Oui, alors avant toute chose, je pense qu'en recevant son patient, il faut expliquer quelque chose qui n'a jamais changé, c'est qu'on ne guérira jamais d'un mélasma. Exact. Donc on peut, avec les techniques actuelles, améliorer, rendre ce problème esthétique un peu supportable, mais on n'en guérira jamais. C'est une pathologie chronique qui va durer quelques années, qui va disparaître peut-être un jour quand même, hein, donc il y a de l'espoir, mais on n'a rien à proposer pour en quelques mois en guérir. Deuxième chose importante, c'est que c'est dû au soleil. Donc pour quelque chose qui est dû au soleil, il faut éviter d'aller au soleil. Hein, c'est peut-être des vérités, mais il faut éviter le bronzage, l'exposition solaire quotidienne. Donc c'est le comportement. Et deux, les photoprotecteurs adaptés. Alors, comme l'a bien étudié le professeur Thierry Passeron et son équipe, il y a des photoprotecteurs qui sont bien plus adaptés que d'autres, qu'on connaît bien maintenant. Hein. Il y a certaines marques bien précises qui donnent une photoprotection beaucoup plus large, aussi bien dans les infrarouges, les UVA, les UVB. Et donc, il est important de conseiller ce type de produit. Alors, juste en complément, je suis tout à fait d'accord. Hein, le mélasma, ça évolue sur plusieurs années, des fois 10-15 ans. Alors après, ça va disparaître, mais en attendant, et ça a un impact, et c'est ce que tu disais dans la prise en charge, c'est-à-dire qu'il faut à la fois faire un traitement d'attaque, mais un traitement d'entretien, et tout le temps avoir ces mesures d'évitement solaire et cette photoprotection. Et ça, c'est très important parce que sinon, on va améliorer, voire faire disparaître le mélasma, mais dès les premiers rayons de soleil, tout va revenir. Et donc ça, c'est très important à expliquer. Et peut-être pour rester sur ce domaine-là de la photoprotection qui est hyper importante, donc en dehors des normes d'éviction solaire, parce que c'est vrai que dans notre pratique, on dit non, je vais plus au soleil, je vais pas à la plage. Mais en fait, le quotidien, les gens oublient que le quotidien est très agressif. Mais en dehors de ça, j'aimerais bien avoir votre avis sur comment vous conseillez aux gens de se protéger non plus que des UVA, des UVB,
mais également de la lumière visible, du bleu. Qu'est-ce que vous préconisez comme conseil à vos patients? Alors déjà, ce que disait le docteur Will, c'est déjà des conduites d'évitement, hein, déjà de faire attention. Pensez que le soleil, ça passe à travers les vitres, ça passe à travers le pare-brise, donc ça c'est un point important. Au niveau vestimentaire, une casquette, des choses comme ça peut se mettre, du moins en été. Après, au quotidien, c'est beaucoup plus difficile. Cependant, il y a aussi donc des écrans qui ont été développés. Donc quand on achète un écran, il ne faut pas regarder que le SPF. Le SPF, c'est uniquement le reflet de la protection en UVB, mais il faut regarder aussi la protection en UVA et regarder la protection en lumière visible. Et c'est pas en mettant des antioxydants dans un écran que l'on protège du visible, en tout cas pas sur la partie pigmentaire. Donc ça, c'est vraiment très important. Le deuxième point, c'est combien de fois il faut le mettre. Généralement au moins tous les 2-3 heures, et surtout la quantité. Pour un visage, c'est une cuillère à café de crème, ce qui peut paraître beaucoup, mais c'est ce qui est nécessaire pour avoir une bonne photoprotection. Et les personnes qui font vraiment cette photoprotection ont vraiment un bénéfice très net sur le mélasma. Et alors, excusez-moi d'insister un petit peu là-dessus, parce que je crois que nos patients ont réellement un problème de savoir comment ils doivent gérer leurs cosmétiques dans la journée. Donc, si j'en crois ce que vous nous en avez dit ce matin, l'idéal était peut-être alors soit d'aller sur ces marques-là qui sont maintenant disons, qui ont bien développé leurs produits anti-solaires contre les UVA, les B et le visible. Maintenant, le marché, bien sûr, foisonne d'écrans solaires. Et vous aviez bien dit que ce qui était bien pour se protéger aussi du visible, c'est de mettre du camouflage. Alors, quelqu'un qui va le matin se mettre un écran, ensuite va se maquiller, comment gérer ensuite les applications tout au long de la journée? Alors attention, tout maquillage n'est pas protecteur contre le visible. En fait, c'est la quantité en oxyde de fer. Donc vous avez certains écrans qui justement sont teintés et conviennent très bien et font maquillage en même temps. Après, vous avez malheureusement, je pense notamment aux personnes qui ont la peau noire, ces écrans ne sont pas adaptés parce qu'ils sont plutôt orangés, trop clairs. Et dans ce cas-là, on peut utiliser un écran qui va protéger la lumière visible, mais peut-être un peu moins bien qu'un teinté, mais rajouter ensuite derrière une base de maquillage pour que ce soit cosmétiquement acceptable pour la personne. Mais c'est sûr que malheureusement, ça va être au minimum 2-3 fois dans la journée à refaire pour la patiente, ce qui est effectivement pénible, mais si on ne protège pas des UV, on peut mettre tous les traitements. Dès qu'il y a la saison estivale, tout va revenir. Ça récidive. Alors, si on peut revenir un petit peu au domaine des lasers et lumière, qu'est-ce qui se fait encore? Qu'est-ce qui se fait plus? Voilà. Alors, surtout ce qui se fait plus en domaine du laser. C'est vrai que dans le traitement du mélasma, on a vu des choses importantes dont on a parlé. Il y a le professeur Passeron en parlera peut-être rapidement après aussi. Avant de faire le laser, il faut utiliser le bon tir dépigmentant, et en fin de compte, ça reste le même depuis des années, des dizaines d'années. Ça fait partir de cette première consultation où on passe beaucoup de temps à expliquer tout ça. Bon, comme vous me posez la question du laser, j'y réponds bien volontiers parce que ça fait plus de 20 ans qu'on essaye de s'en sortir avec le mélasma parce qu'on est tellement sollicité par nos patientes, une fois qu'on a fait tous les préalables dont on a parlé. On sait que les lasers qu'on appelle pigmentaires, qu'on a utilisés il y a 20 ans, les premiers arrivés, qui s'appelaient des Q-switch, ce qui veut dire des lasers déclenchés, notamment 532 nanomètres, on les a utilisés au départ parce que ça nous semblait très intéressant. C'était plutôt catastrophique. Donc c'est globalement plus une aggravation. Donc il ne faut absolument plus traiter des mélasmas au laser déclenché. Ensuite sont venus les lasers CO2 fractionnés, là bien trop agressifs et irritants, là aussi il ne faut plus les utiliser. On a eu un espoir pendant quelques années puisque l'administration américaine avait donné une autorisation d'indication d'un laser fractionné non ablatif qu'on appelle communément le Fraxel. Là aussi, notre expérience au bout de quelques années nous a montré pour quelques cas cliniques d'amélioration certes, mais globalement plutôt de mauvaises nouvelles. Donc tous ces lasers-là que je viens de citer, on ne les utilise plus. Quel laser faut-il utiliser? Faut-il utiliser le laser? C'est ça une bonne question. On n'est pas forcément obligé d'utiliser le laser parce que si on fait une bonne photoprotection et le bon dépigmentant Treo-Kingman dont on va parler, c'est déjà une bonne solution. Si ceci ne suffit pas, avec justement les avancées de recherche de l'équipe de Nice,
on sait qu'avec le laser colorant pulsé qu'on utilise maintenant dans notre pratique, on arrive à des petites améliorations. Alors on est encore en train d'en discuter, on en discute souvent dans les couloirs. Quels sont après, c'est un peu technique, mais c'est peut-être intéressant, quels paramètres est-ce qu'on joue? Et ça, c'est quelque chose qui est important quand même. Est-ce qu'on utilise le laser colorant pulsé comme un laser qui va vraiment être au niveau vasculaire, c'est-à-dire au niveau du vaisseau et au niveau des constituants du vaisseau, ou on l'utilise plutôt comme quelque chose d'anti-inflammatoire contre l'inflammation qui a créé un mélasma? Alors ça, je ne sais pas, on ne sait encore pas... Et si je peux me permettre, peut-être dans un contexte aussi éventuellement de personnes de phototype foncé. Oui, alors... Le premier point, et je partage tout à fait l'avis du Dr Will, c'est que les lasers, d'une façon générale, c'est pas une bonne indication dans le mélasma, à part probablement les lasers à colorant pulsé et les IPL au niveau vasculaire. Donc ça, c'est quand même très très important, même si initialement on peut avoir un bon effet, ensuite c'est vraiment pas intéressant. On a pu montrer que les mélasmas avaient une grande partie de vascularisation et ça retentit sur les traitements. Les premières approches a été effectivement par du laser à colorant pulsé. On a montré en utilisant des paramètres un peu comme on fait dans la coupe rose qu'on avait une amélioration qui était significative par rapport au côté qui n'était pas traité par le laser. Donc il y a un bénéfice, mais attention, ce bénéfice ne s'obtient que chez les personnes de phototype clair, c'est-à-dire 1, 2, 3. Et dès qu'on a un phototype foncé, là il ne faut plus faire de laser du tout parce qu'on va aggraver les choses, on va avoir en plus de l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Après, les paramètres optimaux lorsqu'on fait chez les phototypes les plus clairs, ça c'est encore à discuter et on les a peut-être pas trouvés, mais en tout cas il y a déjà un bénéfice à utiliser ça chez les personnes à phototype clair. Très bien, alors je passe maintenant aux actualités thérapeutiques et puis bon, assez rapidement, le temps nous presse. Quel algorithme thérapeutique on peut proposer à quelqu'un qui arrive maintenant en 2017? Alors, toutes les mesures de protection dont on a discuté tout à l'heure, toute l'année. Commencer à la saison automnale par un trio de Klingman, donc associant hydroquinone, dexaméthasone et trétinoïne. Faire ça pendant 3-4 mois, en commençant un jour sur 2, un jour sur 3, c'est un peu irritant au départ. Au bout de 4 mois, on poursuit tout le reste de l'année avec un dépigmentant cosmétique qui sera beaucoup plus doux et la photoprotection. Si ça suffit, on peut continuer ce traitement aussi longtemps que durera le mélasma. S'il y a des récidives à minima après l'été, on peut reprendre le trio de Klingman une fois par an. En cas d'échec, c'est là qu'on peut discuter d'autres approches. Les peelings, mais attention, il peut y avoir des effets rebonds et des hyperpigmentations post-inflammatoires. Et de façon plus récente, le laser à colorant pulsé, mais chez les phototypes plus clairs. Et il y a une étude récente qui a montré versus placebo l'intérêt de l'acide tranexamique Peros, donc on est hors AMM, mais qui a montré clairement son efficacité pour cibler justement cette composante vasculaire. Donc là, c'est un petit peu particulier, mais chez les personnes qui sont résistantes, ça peut être très intéressant et ça vient d'être démontré dans une très belle étude. Et concernant l'acide tranexamique en topique, qu'est-ce que vous en pensez? C'est proposé, mais pour l'instant, aucune étude de qualité n'a montré son efficacité. Et pour discuter avec des collègues asiatiques qui utilisent depuis très longtemps l'acide tranexamique, ils confirment l'efficacité Peros, mais en topique, non. D'accord. Vous avez quelque chose à rajouter sur le plan thérapeutique? Peut-être dans les nouveautés, pour rester quand même un peu dans le domaine du laser, on a des nouveaux appareils IPL qui affinent un peu les filtres avec des meilleurs ajustements des fenêtres vasculaires et pigmentaires. Il peut être intéressant de faire un traitement avec des lasers, des lumières pulsées, par exemple au mois de novembre, pour faire un petit effet peeling en utilisant des paramètres très prudents, qui montre une petite dépigmentation superficielle de la peau et qui va donner un bénéfice qui va persister pendant toute la saison hivernale, du moins chez nous, dans nos régions. Et voilà. Si je peux me permettre, aussi dans les pays du Maghreb aussi, il y a les peelings quand même, mais bien dominés, avec une préparation avant, et puis y aller doucement, vraiment en étant avec beaucoup de précautions, ça peut être très intéressant aussi, notamment dans cette période-là de novembre éventuellement. Voilà messieurs, je vous remercie infiniment. Et je vous souhaite une très bonne fin de congrès. Merci. Merci.